Je, je suis content de recevoir ici Antoine Brix, qui est un vieil habitué du groupe H37, qui est un chercheur qu'on connaît bien à Louvain et à Namur, qui a fait sa thèse il y a de cela maintenant, est-ce que c'était il y a 2 ans, autour des grandes chroniques de France à Louvain-la-Neuve, qui a soutenu sa thèse à Louvain-la-Neuve autour des grandes chroniques de France, une thèse qui a été euh, couronné par un prix de l'Académie, hein, c'est important de le dire quand même. Alors, ça n'est qu'un prix de l'Académie, mais c'est quand même un prix de l'Académie, c'est pas n'importe quoi. C'est un... Donc, Antoine est un chercheur qui a cette extraordinaire capacité de pouvoir passer de la littérature à l'histoire. Donc, c'est un médiéviste accompli, on va dire. Il joue sur tous les tableaux. Euh, il a, il témoigne donc une aisance et une érudition absolument remarquables que vous allez encore constater aujourd'hui. Antoine, après avoir fait un petit passage à l'IRHT, donc où il a laissé rien que d'excellents souvenirs, occupe depuis 2019 un poste de professeur associé à l'Université normale de la capitale à Pékin. Et donc, c'est dans le cadre justement de son travail, plutôt de son séjour à chinois que nous le retrouvons ici, ce qui explique les heures un peu différentes du séminaire. Et donc, je suis tout à fait ravi de le recevoir ici, au nom de tout le monde, pour l'écouter autour des états manuscrits des Chroniques et Annales de France de Nicole Gilles. Donc, je lui laisse dès maintenant la parole. Je vais donc arrêter ma caméra. Je vais te laisser présenter ton exposé bon, de la façon dont tu l'entends pendant une demi-heure, 35 minutes, tu verras bien. Et puis après ça, nous aurons le temps de discussion qui convient. Voilà, à toi la parole. Bien. Bonjour à toutes et à tous et merci, cher Paul, pour ton invitation à parler aujourd'hui et merci de me présenter de façon si avantageuse. Je ne te cache pas que je crains de ne pas correspondre en tout point à la description que tu viens de faire de moi parce que je m'apprête à faire voir l'état très préliminaire d'une recherche, état qui ne justifie peut-être pas les couronnes que tu as mentionnées. En effet, je veux cet après-midi vous entretenir d'un projet d'étude encore jeune et ainsi que l'usage encourage à le signaler dans ce genre de situation, je souhaite que cette présentation soit l'occasion pour moi de recueillir tous les bons conseils qui pourraient m'être prodigués de façon à me guider plus efficacement dans un projet d'étude qui en est, sinon à ses balbutiements, disons encore dans sa phase exploratoire. C'est également une phase de recherche que j'entreprends sans accès direct, ni aux sources, ni à une partie significative de la bibliographie. J'ai donc une espèce de disclaimer à faire avant de commencer, qui est le suivant. Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui a été établi avec ce qui est disponible en ligne, tant en matière de documents qu'en matière de littérature. Cette recherche à distance, qui est devenue, pour un temps seulement, espérons-le, l'ordinaire de beaucoup d'historiens à travers le monde, est, en ce qui me concerne, plus ancienne et elle n'a finalement été qu'accentuée par les restrictions de mobilité que l'on connaît. J'ai, en 2020, été contraint de renoncer à quelques visites que ce soit, rendues à des dépôts de conservation et des bibliothèques plus richement fournies en matériaux ayant trait à mes recherches que ceux et celles auxquels j'ai accès dans ma vie quotidienne, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières de la Chine populaire. Ces frontières ont été à peu près, on en parlait, hermétiquement fermées aux étrangers depuis le mois de mars. Et pour le dire clairement, cela signifie que si je sors de Chine pour aller consulter un livre ou un manuscrit, je ne peux plus rentrer. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, pas encore, disons, et mes recherches ne sont pas d'une importance telle que je puisse leur sacrifier tout le reste. Là aussi, pas encore. Mais bref, tout ceci nous éloigne de ma présentation d'aujourd'hui. Ce que je veux montrer avec cette présentation, c'est comment la découverte d'un manuscrit peut rebattre les cartes d'un dossier d'historiographie tardo-médiévale et moderne qui semblait au préalable relativement simple, et comment, en réalité, il permet de transposer aussi, dans les termes de l'histoire des manuscrits, un processus qu'on plaçait plutôt jusqu'ici du côté de l'histoire des imprimés.
C'est ainsi l'occasion de mettre en exergue l'existence et l'immensité de l'abysse documentaire qu'est souvent l'antériorité de l'édition pour les œuvres imprimées au XVIe siècle. En effet, il suffit de trouver un manuscrit rescapé de l'abysse, précisément, pour se rendre compte que les questions de génétique, de construction du texte et en définitive d'autorité, doctorialité, dirait-on, se posent avec une acuité toute particulière. Ma présentation d'aujourd'hui est consacrée à l'œuvre historique de Nicole Gilles. Secrétaire du roi, clerc à la Chambre des comptes du roi de France et contrôleur du Trésor dans la seconde moitié du XVe siècle, Nicole Gilles est l'un de ces officiers qui évoluent dans l'entourage royal et qui mettent au service de l'État et des institutions qui le constituent leur savoir technique et leurs compétences en matière de gestion documentaire, de tenue des comptes et plus généralement, leurs aptitudes à gérer une administration par l'écrit. Il meurt en 1503 et est inhumé au cimetière Saint-Paul à Paris. Voilà donc pour l'aspect strictement factuel de la biographie d'un de ces secrétaires et officiers de l'État que le XVe siècle français a connu en grand nombre. Mais parallèlement à ces activités administratives, Nicole Gilles est aussi impliquée dans le milieu parisien de l'édition et de l'imprimerie. Dans un article publié en 1970, Rémi Scherer a montré que Nicole Gilles était sans doute, pour certaines de ses entreprises, associée à Antoine Vérard, l'un des imprimeurs les plus en vue de la place parisienne dans la dernière décennie du XVe siècle et la première décennie du XVIe siècle. Rompue à la pratique de l'imprimerie, Nicole Gilles est encore un bibliophile, ou au moins un amateur de livres, puisque l'on conserve un inventaire de sa collection qui fait état de plusieurs dizaines d'ouvrages, certains manuscrits, d'autres imprimés. Cet inventaire est heureusement édité. Mais je tarde à venir à l'essentiel. La Chambre des comptes du roi de France, dans la seconde moitié du XVe siècle, constitue un vivier d'historiens tout à fait exceptionnel. On conserve ainsi pour cette époque de nombreux ouvrages historiographiques consacrés au royaume de France ou au roi de France, produits par des officiers de la Chambre des comptes. Kathleen Daly a bien mis ce milieu en lumière. Le nom de Nicole Gilles est ainsi associé, pour les médiévistes occupés d'historiographie dont je suis, à un ouvrage de chroniques et annales des rois de France, imprimé à plusieurs reprises au cours du XVIe siècle, et que l'on décrit le plus souvent comme une réécriture et un condensé des grandes chroniques de France. Dans l'ensemble, cette caractérisation n'est pas fausse, mais enfin, elle pourrait avoir tendance à reléguer un texte qui n'est pas si inintéressant et si peu original que cela dans la grande manne hétéroclite des réécritures tardo-médiévales des grandes chroniques, ouvrage d'historiographie française le plus diffusé et le plus influent à la fin du Moyen Âge. Les chroniques et annales de Nicole Gilles gagnent à n'être pas trop rapidement réduites à leur dimension de réécriture des grandes chroniques, ainsi que je le disais, et notamment parce que ce n'est pas une œuvre qui s'inscrit dans la même tradition que son modèle supposé. Les grandes chroniques, toutes amples et interminables qu'elles puissent paraître, 12 volumes dans la dernière édition, les grandes chroniques donc racontent strictement l'histoire des rois de France. C'est un ouvrage d'histoire dynastique. Les chroniques et annales de Nicole Gilles, quant à elles, sont une histoire ab Adam, depuis la création du monde. Elle commence par relater, il est vrai brièvement, l'histoire des 5 premiers âges du monde, avant d'en venir au 6e, et de s'attacher exclusivement, dans l'histoire de ce 6e âge, à ce qui touche à la dynastie des Fleurs de Lys. Cela peut paraître un détail, mais cela signifie quand même que Nicole Gilles voulait donner à son ouvrage une dimension plus universelle que les grandes chroniques et dépasser en quelque sorte le schéma de l'histoire dynastique, en replaçant le lignage dépositaire de la couronne de France dans une perspective plus longue et plus teintée de religiosité. On connaît 8 éditions des Chroniques et Annales de Nicole Gilles, qui s'échelonnent de 1525 à 1621. Elles contiennent toutes des prolongements. Celle de 1525, parue chez Galliot-Dupré, fait ainsi succéder au texte de Nicole Gilles une continuation qui porte le propos jusqu'en 1519, et qui est attribué à Jean Bouchet, par ailleurs connu pour ses travaux sur l'histoire du sud-ouest de la France, notamment les monumentales Annales d'Aquitaine. Ultérieurement, d'autres continuations sont ajoutées qui permettent au texte de conserver une certaine actualité éditoriale. Parmi les éditions successives, je mentionne ici celle qu'on doit aux soins de Denis Sauvage et parue en 1553, ici à droite, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure.
Pour expliquer et éclairer la genèse de l'œuvre historique de Nicole Gilles, les médiévistes et les modernistes disposaient jusqu'à une date récente et depuis les années 30 d'un schéma relativement efficace, bien qu'assez conventionnel. Les éditions imprimées venaient d'un brouillon manuscrit, autographe de Nicole Gilles donc, qui permettait de voir un ouvrage en cours de rédaction et un projet en cours d'élaboration. Le manuscrit, en effet, est raturé et corrigé. Les marges sont chargées d'additions qui témoignent d'une écriture en plusieurs étapes et d'un ouvrage à la constitution complexe, issu de l'empilement de couches successives au fur et à mesure que son auteur s'appropriait des éléments trouvés chez d'autres historiens. Le brouillon auquel je fais ici référence a été identifié en 1930 par Jacques Riche dans sa thèse d'école des Chartes. Riche attribue en effet le manuscrit Nouvelle acquisition française 1417 de la Bibliothèque nationale à la main de Nicole Gilles, ce qui constitue finalement la seule hypothèse possible du moment que l'on accepte comme respectueuse de l'auctorialité l'attribution par les éditions du XVIe siècle des chroniques et annales à Nicole Gilles. Tout manuscrit qui donne à voir des états intermédiaires de la construction de cette œuvre doit nécessairement être de la main de Nicole Gilles, sans quoi celui-ci n'est pas l'auteur, ou du moins pas l'unique auteur des chroniques et annales. Malheureusement, le manuscrit Nouvelle acquisition française 1417 est lacunaire du début et de la fin, et l'on ne peut donc pas, pour le début et la fin de l'œuvre, étudier les strates et les étapes de composition du texte. Toutefois, le schéma d'un brouillon et d'une succession d'éditions imprimées, toutes postérieures à la mort de l'auteur, ne permet pas de tout expliquer dans la genèse de l'œuvre. La transcription du brouillon, même avec toutes ses corrections et ses additions, n'équivaut pas au texte imprimé que l'on trouve dans les différentes éditions à partir de 1425. Le brouillon est moins riche, ainsi que vous pouvez le constater en jetant un œil à l'exemple suivant. Ici, ce sont plusieurs paragraphes qui apparaissent tout à coup dans le texte imprimé et qui manquent entièrement dans le brouillon. Ce phénomène s'observe à toutes les échelles, depuis le remplacement d'un mot jusqu'à l'addition de chapitres entiers, en passant par l'introduction de quelques phrases ou simplement l'adjonction de quelques mots au milieu d'une subordonnée. Nous reviendrons à l'exemple que je donne dans un instant. La question se pose donc de l'origine de ces additions, ainsi que de leur statut dans ce que l'on pourrait appeler le schéma génétique. Nicole Gilles étant mort en 1503, les différences que l'on observe entre le manuscrit de la BNF et les éditions sont-elles attribuables à l'auteur du brouillon ou aux éditeurs ayant repris son texte plus tard? La question est en quelque sorte de savoir sous quelle forme les éditeurs ont eu accès, à partir de 1525, au texte de Nicole Gilles. C'est ici qu'un manuscrit du Vatican, récemment découvert, entre en scène et vient répondre à certaines interrogations tout en faisant voler en éclats le schéma un peu simpliste d'une œuvre connue par un brouillon manuscrit et une succession d'éditions imprimées. Le manuscrit 937 du Fonds de la Reine de Suède à la Bibliothèque Vaticane a été identifié comme un exemplaire des Chroniques et Annales de Nicole Gilles à la faveur du catalogage des manuscrits français du Vatican qu'entreprend depuis plusieurs années la section romane de l'IRHT. La présente communication est, à ma connaissance, la première qui cherche à comprendre en quoi cette découverte modifie notre connaissance de Nicole Gilles et de son œuvre. Un mot d'abord sur l'état de conservation de ce manuscrit. Les 7 premiers cahiers manquent, puisque la signature alphanumérique du premier cahier conservé contient la lettre H. Et un nombre indéterminé de cahiers manque à la fin, puisque le texte s'interrompt au bas du feuillet 142 dans l'histoire de Philippe Auguste. Le texte du Vatican s'étend donc de 800 à 1200 environ, en pan plus resserré par les deux bouts que celui du manuscrit de Paris. Je n'ai pas encore procédé à une analyse paléographique du volume et à une comparaison avec l'écriture du manuscrit de Paris, mais son contenu pourrait laisser supposer qu'il s'agit d'un deuxième brouillon des Chroniques et Annales. Le manuscrit du Vatican donne à voir en effet un état ultérieur de la construction de l'œuvre, postérieur au manuscrit de Paris. Par exemple, les paragraphes que je mentionnais à l'instant, qui figurent dans les éditions et qui manquaient dans le brouillon de Paris, sont bien dans le manuscrit du Vatican, comme vous pouvez le voir. Le texte du manuscrit Reglat 937 est probablement antérieur aux éditions. Il y a dans le texte du Vatican des éléments en latin qui sont en français dans les éditions, ainsi que vous le voyez ici. Et l'hypothèse d'une remise en latin
par un copiste travaillant à partir d'une version imprimée de certains extraits en français dans son exemplaire n'est ni instinctive ni économique. Ce sont les éditions qui ont vernacularisé le texte des manuscrits et non l'inverse. Nous y reviendrons plus longuement. Mais faut-il bien parler d'un second état brouillon? Ne faut-il pas plutôt poser le problème dans les termes d'une traduction manuscrite plus conventionnelle, en faisant abstraction de la destinée ultérieure du texte, imprimé à plusieurs reprises au cours du XVIe siècle? Le manuscrit 937 n'est-il pas une mise au net, autographe ou non, des chroniques et annales? Ne faut-il pas le considérer comme un témoin d'une tradition manuscrite normale, plutôt que comme une étape vers une impression qui devait nécessairement arriver? La découverte du manuscrit du Vatican ouvre ainsi des perspectives sur la vie manuscrite de l'œuvre de Nicole Gilles, sur l'avant-impression, ou plutôt sur le temps de la non-impression qui s'est étendu sur plusieurs décennies. En effet, la première impression conservée du texte de Nicole Gilles est datée de 1525. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Plus de 20 années se sont donc écoulées entre la mort de l'auteur, 1503, et la première mise sous presse. On a beaucoup répété dans la littérature ancienne que l'impression de 1525 n'était pas la première, et il semble, lorsqu'on remonte les filiations de cette affirmation, qu'on parvienne toujours à Jacques Lelong et à sa Bibliothèque historique de la France. Jacques Lelong signale des éditions des chroniques de Nicole Gilles, notamment datées de 1492 et 1498. C'est une erreur. Les chroniques abrégées des rois de France qui sont publiées au cours de ces années-là, et Lelong est loin de signaler toutes les éditions, ne sont pas des états antérieurs, ni des états déjà pleinement constitués d'ailleurs, des chroniques et annales de Nicole Gilles publiées à partir de 1525. Ces chroniques abrégées de France sont par ailleurs des textes intéressants qui n'ont pas encore attiré beaucoup l'attention. Je signale, à toutes fins utiles, qu'il remploie un prologue du XIIIe siècle, qui est celui d'une des premières histoires des rois de France en français, que les chercheurs désignent de la fonction que son auteur se donne, le ménestrel d'Alphonse de Poitiers. Cette distinction entre deux textes différents opérés, peut-on pour autant être assuré que 1525 est bien la date de la première impression de l'ouvrage de Nicole Gilles? Il n'est pas possible de l'affirmer avec certitude, mais à la vérité, il n'y a pas non plus d'indice permettant de supposer qu'elle ne l'est pas. Les chercheurs ont peut-être eu tendance à vouloir vieillir l'éditio princeps de Nicole Gilles, car 1525 était une date un peu tardive dans une stricte perspective de l'histoire du genre historiographique. En 1525, en effet, ont déjà paru depuis des années, et même depuis plusieurs dizaines d'années, des histoires de France qui sont généralement présentées comme plus avancées dans le processus de transformation qui s'observe dans le domaine historiographique à la Renaissance. Je vais y revenir au moment de conclure, mais on peut déjà rappeler ici que les années 1490, 1500 et 1510 voient la publication des histoires de Robert Gaguin et de Paul-Émile. Nicole Gilles, Robert Gaguin et Paul-Émile sont le plus souvent présentés dans cet ordre comme les historiens qui ont fait passer le genre de l'histoire de France du Moyen Âge à l'époque moderne. Par conséquent, que le premier d'entre eux, celui qui représente l'état le plus primitif de l'historiographie renaissante, ait pu être connu en dernier du grand public, a peut-être pu gêner certains médiévistes et certains modernistes. L'évolution de l'écriture historique et l'évolution de la réception des ouvrages historiques ne sont pas nécessairement parallèles, elles ne sont pas marquées par les mêmes étapes et elles ne se déploient pas toujours dans la même direction. Le temps de l'avant-impression des chroniques de Nicole Gilles reste donc mystérieux, d'autant plus que le texte devient alors sujet à des modifications sur lesquelles je veux maintenant revenir. Comme j'ai eu l'occasion de le signaler déjà, l'édition de 1525 a tendance à traduire en français des passages que le manuscrit du Vatican conserve en latin. Mais je veux souligner que le phénomène n'est pas limité à cette première édition. Les impressions ultérieures, faites au cours du XVIe siècle, procèdent également à ces traductions. Il ne faudrait pourtant pas croire qu'elles se limitent à reproduire exactement le texte de 1525. L'édition de 1553, réalisée par Denis Sauvage, lui-même historien et possesseur d'une large bibliothèque d'ouvrages historiques, intervient parfois sur le fond et corrige l'information historique que Nicole Gilles voulait transmettre. Ces interventions sur le texte dans les versions imprimées rendent plus difficile la recherche et l'identification des sources mises en œuvre dans les chroniques et annales.
Vous voyez ici une illustration très simple et très claire de ce que j'appelle la vernacularisation, avec les quelques mots en latin dans le manuscrit du Vatican, qui passent en français dans l'édition de 1525, mais aussi dans celle de Denis Sauvage en 1553. Pourtant, cette dernière édition s'ouvre sur un avertissement de l'imprimeur au lecteur qui annonce, entre autres choses, que la langue n'a pas été modernisée et que, par conséquent, le lecteur va découvrir un ouvrage qui est tout à fait à l'ancienne mode. Évidemment, au milieu du XVIe siècle, tant le vocabulaire que la syntaxe de Nicole Gilles contiennent des étrangetés aux yeux des locuteurs français contemporains de Denis Sauvage. Mais il semblerait que l'usage du latin soit d'une étrangeté trop prononcée au goût de l'imprimeur ou de l'éditeur. Il ne faut donc pas accorder trop de crédit à l'affirmation de respect de la langue de l'auteur, son style et sa manière d'écrire qui sent son vieillard. Des séquences qui sont en latin dans les manuscrits apparaissent traduites en français dans l'édition, ce qui, une nouvelle fois, pose la question des caractéristiques du texte manuscrit parvenu aux imprimeurs. En effet, Denis Sauvage ne reprend pas mot pour mot le texte livré par les éditions précédentes, ainsi qu'on va le voir. Il a accès à d'autres versions des chroniques de Nicole Gilles. Bref, lire Nicole Gilles dans les imprimés, c'est lire un Nicole Gilles qui a été vernacularisé au-delà de ce que l'auteur lui-même avait prévu. Très souvent, le brouillon de Paris, comme le manuscrit du Vatican, donne à voir un Nicole Gilles qui conserve le souvenir de ses sources latines par l'emploi de locutions ou de phrases complètes qui ne sont pas traduites, dans une pratique qui rappelle celle en vigueur dans les institutions de l'État royal au XVe siècle. Qui a parcouru des documents issus du Parlement de Paris, par exemple, sait qu'ils sont fréquemment écrits dans un français farci d'expressions latines, en particulier celles qui désignent des actions juridiques ou des faits qui, décrits dans des termes latins spécifiques, permettent de comprendre et de catégoriser plus systématiquement le type de procédure et la nature des faits discutés. Nicole Gilles aurait ainsi transposé dans le registre de l'historiographie une pratique qui lui était familière du fait de son activité professionnelle dans les rouages de l'État. D'autres interventions opérées sur le texte de Nicole Gilles sont faites au fur et à mesure des éditions, et elles peuvent avoir trait au fond. Un très bon exemple de ce phénomène est donné par un petit paragraphe à propos d'une conquête de Charlemagne sur lequel je vais m'arrêter un peu plus longuement. Dans l'édition de 1525, les chroniques assurent que Charlemagne conquiert l'Angleterre par l'intermédiaire de l'un de ses comites nommé Guy. C'est, dit-on, la première fois que les Français prennent possession de ce pays, et l'on est un peu livré à soi-même lorsqu'il s'agit de déterminer quelles ont été les autres occasions auxquelles l'auteur a l'air de faire référence. Est-ce que c'est la conquête par les Normands au XIe siècle, ou la brève prise de pouvoir du prince Louis, fils de Philippe Auguste et futur Louis VIII au début du XIIe siècle? Peu importe. Ce qui importe pour nous, c'est de noter que la conquête de l'Angleterre par Charlemagne, évidemment légendaire, n'est pas un épisode inédit dans l'historiographie médiévale. Aussi, qui veut établir la liste des sources de Nicole Gilles est naturellement amené à rechercher qui, parmi les historiographes antérieurs à notre auteur, a relayé cette information, entre guillemets. Ils ne sont, à ma connaissance, pas très nombreux. On trouve, sous la plume de Raoul Igden, auteur du XIVe siècle, l'idée que Charlemagne régnait sur l'Angleterre, pays qu'il appelait sa chambre, camera sua. L'auteur du Polychronicon prétend emprunter l'information aux Annales d'Alfred de Beverley, ouvrage du XIIe siècle. Ce renvoi est factice, ce qui est fréquemment le cas dans le Polychronicon, car on ne retrouve rien de semblable chez Alfred. L'idée que l'Angleterre est la chambre de Charlemagne se rencontre encore au début du XVe siècle dans les écrits de Jean de Montreuil, qui prétend citer un auteur anglais, Jean Bohr, dont on ne sait rien par ailleurs, et dont il a été supposé qu'il s'agissait d'une fiction visant à conférer une certaine auctoritas à une affirmation dont on devait savoir qu'elle ne correspondait pas à la vérité historique. Faut-il donc supposer que Nicole Gilles a utilisé le Polychronicon de Raoul Igden ou les écrits polémico-historiques de Jean de Montreuil? C'est ce que semble indiquer cet extrait tel qu'il apparaît dans l'édition de 1525. Jetons maintenant un œil à l'édition de 1553 préparée par Denis Sauvage. Dans cette édition, un détail d'importance change. L'Angleterre est devenue la Bretagne. On sait ici que la conquête de l'Angleterre par l'empereur du IXe siècle relève d'une légende et on corrige le texte fautif de Nicole Gilles.
C'est la Bretagne, et non l'Angleterre, que le comte Guy a conquise au nom de Charlemagne. Mais que faire alors des sources putatives qu'on mentionnait il y a un instant? Sur quelle édition se baser pour établir la liste des textes employés par Nicole Gilles? Si l'on s'en tient à l'édition de Denis Sauvage, il n'y a rien de bien exceptionnel. Des dizaines d'ouvrages historiographiques font écho à la conquête de la Bretagne par Charlemagne, et les grandes chroniques en sont. Cependant, cette dernière mentionne explicitement que ce n'est pas la première fois que la royauté franque étend son empire sur la péninsule de l'ouest de la France. En son temps, Dagobert avait déjà soumis la Bretagne. Les interventions sur le texte dans les versions imprimées brouillent donc la recherche des sources. Mais si l'on se reporte au brouillon, que constate-t-on? Dans le brouillon avéré, c'est-à-dire dans le manuscrit Nouvelle Acquisition française 14-17, cet extrait a été ajouté en marge et partiellement en latin. Cette partie du texte, hélas, n'existe pas dans le manuscrit du Vatican, car elle était copiée sur un des cahiers disparus. Ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est que Nicole Gilles a probablement mal interprété ses sources, ou alors qu'il a consulté un manuscrit dans lequel une erreur d'interprétation s'était déjà glissée. La confusion, évidemment, vient du mot Britannia, qui est tantôt compris comme la Petite-Bretagne, soit la Bretagne actuelle continentale, tantôt comme la Grande-Bretagne, outre-Manche. Là où Nicole Gilles écrivait de Charlemagne que l'un de ses comtes, nommé Guy, avait conquis la Britannia, il fallait comprendre qu'il avait conquis la Petite-Bretagne. Denis Sauvage, sur le fond, avait raison de corriger. Et pour ce qui concerne les sources, les mots latins qu'utilise Nicole Gilles permettent d'identifier plus précisément le texte auquel il a probablement puisé cet extrait. Une comparaison synoptique de ce passage dans le brouillon des Chroniques et Annales et de l'extrait équivalent dans les Annales Regni Francorum fait ainsi apparaître beaucoup d'éléments communs et permet en tout cas de rejeter les hypothèses formulées précédemment. Ce n'est pas en lisant les grandes chroniques que Nicole Gilles a ajouté ces quelques lignes dans la marge de son brouillon, et ce n'est pas non plus en lisant le Polychronicon ou Jean de Montreuil qu'il a appris, entre guillemets, que Charlemagne avait étendu son empire à l'Angleterre. Il avait sous les yeux un exemplaire des Annales Regni Francorum et, vraisemblablement, il l'a mal interprété. Cet extrait permet de voir que le texte de Nicole Gilles continue d'évoluer au fur et à mesure des éditions. Celle de Denis Sauvage réintroduit d'ailleurs des éléments qui sont dans les manuscrits, mais ne figurent pas dans l'édition de 1525, ce qui pourrait signifier qu'il avait accès, j'y ai fait référence, à des matériaux qui n'avaient pas été pris en compte précédemment. Denis Sauvage avait probablement des manuscrits sous la main, et non les seules éditions antérieures des Chroniques et Annales. Quoi qu'il en soit, il est manifeste que l'impression ne dégage pas, du moins dans ce cas-ci, le texte de sa condition d'objet malléable, soumis au règne de la variance et de la réécriture. Une telle fixation du texte par l'impression est ce que l'on observe dans le cas des Grandes Chroniques, par exemple, dont les éditions successives ne font que reprendre le premier texte qui fut édité, avec ses particularités, et donc avec ses fautes, même les plus grossières, mais ce n'est pas le cas pour Nicole Gilles. On peut dès lors poser la question de l'auctoritas. Est-ce que les Chroniques et Annales de Nicole Gilles permettaient plus facilement que d'autres textes les interventions par des tiers? Si l'on devait répondre à cette question par l'affirmative, alors la question de l'auctorialité et de l'authenticité des versions imprimées deviendrait plus délicate. Les passages en latin dans les manuscrits sont importants pour l'identification des sources de Nicole Gilles, une entreprise que j'ai évoquée il y a un instant et qui en réalité n'a pas été beaucoup considérée jusqu'ici, sinon par Jacques Riche dans sa thèse d'école des Chartes restée inédite et dont, hélas, aucun article n'a été tiré. Les sources des Chroniques et Annales ne se limitent pas aux grandes chroniques, et les séquences latines l'attestent explicitement et spectaculairement, sans même qu'il soit nécessaire de se pencher sur le fond. La forme latine l'exprime. Traquer les passages latins dans les manuscrits de l'œuvre permet ainsi d'identifier plus précisément à quel texte Nicole Gilles s'est abreuvé et permet également de rejeter l'idée que l'historiographie vernaculaire de la fin du Moyen-Âge évolue en vase clos, s'écrivant exclusivement à l'aide de textes vernaculaires. Cela semble certes être le cas pour certains auteurs, notamment Jean Mansel et sa monumentale Fleur des Histoires, très diffusée dans les territoires dits bourguignons au XVe siècle, mais pas pour tous.
Nicole Gilles prend là où il trouve, et il ne trouve pas que dans les textes français, car il cherche également dans les textes latins. Parmi ceux-ci se trouvent des ouvrages qu'il n'est pas surprenant de retrouver sous les yeux d'un historiographe français, à l'instar des Annales Regni Francorum, du Chronicon de Guillaume de Nangy ou des Annales Metenses. Mais on note aussi des extraits issus d'ouvrages plus rares sur le continent, tels les Annales de Roger de Howden, historien anglais du XIIe siècle, bien connu de la médiévistique d'outre-Manche. Je veux, maintenant que j'en arrive à la dernière partie de ma présentation, m'efforcer de prendre un peu de hauteur et montrer en quoi la découverte du manuscrit du Vatican change la perception qu'ont les historiens de Nicole Gilles. L'identification de passages latins dans ce qui a l'air d'être une mise au net ou un témoin de la tradition manuscrite plus large d'une œuvre qui n'était pas vraisemblablement sciemment produite pour l'impression, modifie sensiblement l'idée que l'on se fait de Nicole Gilles dans l'histoire et l'évolution de l'écriture historiographique en France. Je le signalais tout à l'heure, en matière d'écriture de l'histoire des rois de France à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, on regroupe généralement 3 auteurs dans une espèce de triade qui permet de faire le lien entre une conception médiévale du passé de la dynastie royale française, très marquée par la matière issue de l'atelier de Saint-Denis, et une idée plus renaissante de cette même histoire, qui se conforme plus nettement aux canons et aux recommandations de l'écriture humaniste. Ces 3 auteurs sont, dans l'ordre, Nicole Gilles, Robert Gaguin et Paul Émile. Le premier, dit-on, réécrit un peu naïvement, en français, un ouvrage français issu de Saint-Denis, Les Grandes Chroniques de France. Le second écrit, en latin, une histoire qui suit la trame des ouvrages de Saint-Denis, tout en étant explicitement critique à l'encontre des historiographes bénédictins lorsque ceux-ci se sont montrés trop naïfs, trop crédules au mieux, ou trop biaisés et délibérément trompeurs au pire. Et le troisième écrit, en latin, une histoire qui est complètement détachée de la tradition sandionisienne et dont, en réalité, l'incipit est une contre-offensive à peine voilée dirigée contre les Grandes Chroniques. En effet, le premier chapitre du premier livre des Grandes Chroniques s'ouvre sur la rubrique suivante « Comment les Français descendirent des Troyens ?» et, traduite en français, la première phrase de l'ouvrage de Paul Émile se lit comme suit « Les Français prétendent descendre des Troyens ». On voit donc que cette triade de rénovateurs de l'histoire de France, ainsi qu'on les appelle parfois, permet de souligner, dans une progression très satisfaisante pédagogiquement, l'évolution de l'historiographie des rois de France entre le XVe et le XVIe siècle, à la fois pour ce qui touche au fond et ce qui touche à la forme. On se détache peu à peu de l'héritage des grandes chroniques et on retourne au latin, tournant le dos au vernaculaire. Nicole Gilles, dans ce schéma, n'a pas encore amorcé ce virage de la forme. Toutefois, l'étude des états manuscrits de ces chroniques et annales révèle que Nicole Gilles n'est pas un auteur qui limite ses recherches et circonscrit le périmètre de ses sources aux seules grandes chroniques, ni même au corpus vernaculaire. Là où existent pourtant des traductions françaises d'ouvrages latins qu'il consulte, il semble qu'il recourt parfois, et peut-être même qu'il privilégie, les originaux. Ce sont les éditions imprimées du XVIe siècle qui ont oblitéré cet aspect en gommant les incises latines. On aurait en fait perdu de vue le chemin qu'avait entamé Nicole Gilles dans la rénovation de l'écriture de l'histoire de France, notamment via l'idée qu'il convenait de revenir aux sources et ainsi court-circuiter certaines traductions qui avaient peut-être introduit dans les textes d'auteurs par ailleurs dignes de foi des éléments moins assurés. De même, il ne produit pas une œuvre qui est entièrement en français. La forme que prennent ces chroniques et annales le place un peu plus en avant que ce que l'on croyait sur le chemin de l'histoire renaissante. On comprend donc comment, au XVIe siècle, s'oppose une conception de l'histoire comme discipline intellectuelle en évolution et une conception de l'histoire comme produit de consommation culturelle, idée évidemment devenue prégnante avec l'introduction et la généralisation de la presse en Europe. En effet, les éditeurs et les imprimeurs du XVIe siècle avaient une connaissance du marché qui devait les pousser vers la production de livres vernaculaires à l'ancienne. Preuve en est, l'ouvrage historiographique français le plus diffusé par l'imprimerie
dans les dernières décennies du XVe siècle et la première moitié du XVIe siècle, est en réalité la mère des histoires, soit une énorme compilation de textes vernaculaires et notamment des grandes chroniques. Les ouvrages de Robert Gaguin et de Paul-Émile, qui sont contemporains du succès de la mère des histoires, n'ont pas connu un nombre d'éditions aussi important. Dès lors, on comprend bien que l'amorce d'une histoire à nouveau appuyée sur des sources latines, dont la lettre affleure jusque dans le texte vernaculaire, n'était pas nécessairement un produit que les imprimeurs souhaitaient mettre sur le marché sans l'amender au préalable. Bien entendu, la preuve fait défaut que la traduction en français des incises latines est effectivement due à la volonté des imprimeurs. Mais, en tout cas, il apparaît que les manuscrits des Chroniques et Annales de Nicole Gilles, que le Codex du Vatican fait désormais entrevoir, n'étaient pas habités par ce même souci d'adéquation aux désirs hypothétiques et aux envies supposées d'un large public accoutumé à la consommation de l'histoire en français plutôt qu'en latin. Voilà, j'en termine ici et je vous remercie de votre attention. Bien, merci. Merci beaucoup à toi pour ces très bel exposé, passionnant. Je pense que tout le monde peut en effet applaudir. Je vois des petites mains traditionnelles qui se lèvent, donc c'est tout à fait mérité. C'était une très belle démonstration. On a appris beaucoup de choses et il y a pas mal de questions qui pourront ainsi de belles remises en contexte et de belles remises en question de l'historiographie, des questions qui devront trouver des réponses dans les recherches à venir, les tiennes, mais à mon avis aussi, tu as jeté une sorte de canevas intellectuel autour duquel on devra essayer de se positionner, autour de cette question de l'historiographie des différents courants, des rapports au vernaculaire, des rapports au latin, ce qui était absolument passionnant évidemment, et ce qui donne une toute autre vision de ce que pourrait être l'historiographie et le lien avec le public à cette époque. La question de l'autorialité aussi, la question de l'autorité et du statut des auteurs. Et donc là, des statuts différents. Ça aussi, c'est intéressant, cette question de multiplicité de statuts. Le rapport entre les manuscrits et l'imprimé qui avait l'air si évident, en fait, quand on se cantonne, on va dire, aux études traditionnelles d'histoire culturelle et intellectuelle. En fait, ce n'est pas du tout simple et tu le montres très bien. Donc là, la question d'agrégation, pour parler aux quelques amis français qui sont dans le coin, il prend encore un peu plus de saveur. Et j'espère d'ailleurs que, surtout dans ces rapports avec l'autre question, la question médiévale, la question moderne. Donc c'est intéressant, à mon avis, ce sont des choses que vous pourrez, je parle aux collègues français, peut-être garder bien en tête et éventuellement diffuser. On a là des liens forts qu'il ne faut pas négliger. Cette triade, Gaguin, donc Robert Gaguin, Paul-Émile et Nicole Gilles, voilà, plein de choses. Bref, moi j'ai plein de questions, mais là je voulais surtout un peu, au-delà des compliments, ménager le temps pour justement les questions de l'Assemblée. Et donc là, je laisse la parole à la salle. N'hésitez pas, vous pouvez ouvrir dès maintenant vos caméra et éventuellement micro si vous avez des remarques à faire, si vous voulez. Vous n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Vous faites un petit signe pour parler et vous ouvrez votre micro ou alors vous posez la question via le chat. Donc pour l'instant, dans le chat, on n'a que des félicitations. Maintenant, on attend le temps de la discussion. On attend la discussion. Allez-y. Personne. Oui, Nicolas? Voilà, vas-y. Attends, on t'entend pas encore. Oui, mais c'est bon cette fois-ci? Parfait. Parfait, merci. Je veux bien me lancer. Merci beaucoup à Antoine, mais c'est un sujet sur lequel je suis totalement ignorant. Alors, mes questions seront peut-être un peu naïves pour toi. J'en aurai 3, je vais essayer de faire très, très, très court. Tout d'abord, quelle est la diffusion, s'il te plaît, de ces imprimés?
Est-ce que la question de l'audience, j'ai aucune idée, si tu veux, à quel point c'est répandu. Bon, ça m'éclairerait, hein, c'est un point court. Ensuite, je me demandais, il y a énormément de changements donc, dans ces chroniques au fil des siècles et au fil des auteurs, des révisions. Est-ce que tu penses qu'il serait intéressant de faire un corpus, en fait, avec les variantes pour pouvoir comparer ce qui évolue en fait, dans le temps? Est-ce que c'est seulement possible, envisageable? Et puis une question encore peut-être plus naïve, pardon, hein, mais je me demandais quelle est la place de l'Église? Comment eux perçoivent ça en tant qu'eux-mêmes clercs, clercs auteurs? Comment se positionne-t-il et positionne-t-il l'Église en fait dans ces chroniques au XVe siècle? Bien, merci. Alors, évidemment, ces questions soi-disant naïves qui sont les plus difficiles, à ces questions-là qui est le plus difficile de répondre, évidemment. Vraiment naïve, Euh, hein, non, mais non, justement, bon, le problème de la diffusion, je veux dire, c'est un truc qui me taraude l'esprit depuis longtemps, et pas seulement avec les imprimés, d'abord avec les manuscrits. Bon, alors, je ne connais pas les... voilà, je disais, il y a un peu moins de 10 éditions sur un siècle, ce qui indique quand même une certaine diffusion pendant un temps relativement long, et le fait qu'on trouve des historiens qui veulent effectivement écrire des continuations pour ce corpus qui est donc perpétuellement en train d'être allongé, donne à penser qu'il y avait quand même un certain public. Donc, voilà, voilà, au XVIe siècle, on dit toujours autant d'éditions pour un tel, autant d'éditions pour un tel. Voilà, ici, c'est 8. Voilà, c'est pas 20, mais c'est pas 2, quoi. Voilà. C'est ce que je peux en dire pour l'instant. Mais bon, là, évidemment, il y a la question des éditions qu'on a entièrement perdues, en particulier pour la fin du 15e ou le début du 16e. Là, on ne peut pas répondre. En tout cas, pas moi. Là, le corpus, l'idée d'en faire un corpus avec d'étudier les variantes, ben, en fait, c'est un petit peu ce que j'avais commencé à faire. C'est même un petit peu ce que j'ai commencé à faire, mais surtout en regardant par rapport au manuscrit pour essayer de comprendre quel état donc, arrive à l'imprimer. Mais oui, il y a certainement une sélection à faire dans certaines éditions, parce qu'il y a probablement des éditions qui sont simplement des rééditions d'un texte déjà existant, et d'autres qui apportent réellement des nouvelles choses. Et bon, l'édition de Denis Sauvage, c'est clair, il a d'autres éléments. Et dans l'idée de reconstituer ce que pouvait être le paysage manuscrit de la chronique de Nicole Gilles au moment, de la première moitié du XVIe siècle, il y a certainement des éditions desquelles les variantes seraient très intéressantes. Ouais. Et j'en viens à ta troisième question, la place de l'Église. Dans une chronique comme celle de Nicole Gilles, qui est en gros reprise des grandes chroniques de France, il y a toujours Saint-Denis partout. Et bon, alors, comme c'est une histoire qui prend les règnes des rois l'un à la suite de l'autre, la vie d'un roi se termine toujours à Saint-Denis. Donc, il y a quand même toujours Saint-Denis. On a des éléments sur les successions des évêques, enfin, des choses qui sont très communes dans l'historiographie. Mais bon, et ça, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de montrer par ailleurs, il n'y a pas de panégyrique de l'Église. Hein. Souvent, c'est assez factuel. Disons, et l'Église est très, très liée à la royauté. C'est vraiment, souvent, on parle de l'Église comme c'est Saint-Denis, le patron de la royauté, et par conséquent, le roi qui est l'obligé de Saint-Denis. Mais bon, voilà. Bon, alors, évidemment, c'est à grands traits ici, parce que on pourrait trouver plein de textes différents à travers le XVe siècle qui ont des perspectives complètement différentes. Mais ici, pour ce qui est c'est cette historiographie qui dérive indirectement et souvent à des générations de distance des grandes chroniques, c'est un peu l'idée, quoi. C'est l'Église, c'est Saint-Denis, quoi. Bon, merci beaucoup. Hein. C'est vraiment un dossier passionnant que je ne connais pas. Merci. Très bien. Tant qu'on y est, et je suppose que d'autres questions se préparent, lorsque tu me dis, est-ce que l'on peut envisager qu'à cette époque, on ait des auteurs
qui n'envisagent pas de publier. C'est le cas pour Bell, par exemple, des gens comme ça. Et donc, Nicole Gilles, pardon, là-dedans, est-ce qu'il voulait publier ou pas? Oui, alors, tant qu'on avait juste le brouillon, on pouvait supposer qu'il voulait publier. Et que, pour une raison X ou Y, ça ne s'était pas fait de son vivant, et ça s'était fait plus de 20 ans après. Mais du moment qu'on trouve des manuscrits qui ont l'air d'être des manuscrits normaux, d'une mise au net, avec une œuvre, disons, qui n'a plus, où on n'a plus des additions dans les marges, des corrections, ben, on peut se dire que peut-être qu'il n'avait pas forcément pensé à une édition. Euh, mais moi, je veux dire, comme Nicole Gilles était impliqué dans les milieux de l'imprimerie et de l'édition, c'est difficile de ne pas penser qu'il n'y pensait pas. Mais enfin... Non, c'est tout à fait vrai. Est-ce qu'il y a des traces justement des petits tics liés justement à l'imprimé qu'on pourrait retrouver dans la mise en paragraphe, dans la mise en page, des transpositions de ce lien avec l'imprimerie? Est-ce qu'il y a des choses qu'on retrouve dans les manuscrits? Ou bien alors est-ce que J'en ai c'est pas encore vraiment à trouvé. l'ancienne? Oui, j'en ai pas encore trouvé. Le brouillon est tout à fait à l'ancienne. C'est vraiment un genre de manuscrit un peu moche, fin 15e, bon, qui est, par son format et la mise en page, qui fait un peu penser parfois à des imprimés, mais c'est dans l'autre sens que, évidemment, l'influence se fait. Les imprimés ont copié des mises en page manuscrites, mais non, je vois. En tout cas, il n'y a pas j'ai pas trouvé de référence explicite disant qui seraient des indications ou des conseils à donner à un futur imprimeur ou éditeur. Ok, très bien. J'ai encore des tas de choses, mais je préfère laisser la parole aux autres. Allez-y, lancez-vous. Ah, Sébastien? Oui, moi j'aurais une question naïve aussi parce que je connais très mal Nicole Gilles. Dans les sources qu'il utilise, est-ce qu'il utilise des sources d'archives, de la documentation, oui, de type archivistique? Parce qu'il me semble me souvenir que Gauguin, pas beaucoup. Donc voilà, enfin vraiment, c'est une question basique. Euh, non, merci. Bon, alors, la réponse est non, mais c'est de ce que j'en connais. Et voilà, je n'ai pas encore eu l'occasion d'étudier tout. Mais non, il n'utilise pas que je sache des sources d'archives. Ce qui pourrait être un peu étonnant pour quelqu'un dans sa position, qui était comme ça dans les bureaux, disons, dans les bureaux de Ouais. l'administration. Mais non, je n'en suis pas certain. Concernant Gauguin, c'est peut-être moins étonnant parce qu'il se Oui, fait je crois. une idée différente de ce que doit être l'histoire. Il y a un côté discours, Ouais. rhétorique, disons, l'inclusion de documents de la pratique ou de documents d'archives dans un discours est sans doute plus difficile, hein, surtout qu'en plus il y a le problème du latin. Mais pour Nicole Gilles, ouais, c'est une bonne question et ce serait euh, difficile à expliquer qu'il n'y ait rien. Mais pour l'instant, j'ai rien trouvé. Bien, merci. S'il y en a d'autres qui n'hésitent pas, ouais, Bastien, vas-y. Merci Antoine pour cet exposé qui n'est pas sans me rappeler ce sur quoi je travaille à l'heure actuelle avec la Medulla Gestorum Trevirensium de Johann Hennen de Trèves, qui écrit lui en allemand et qui a ensuite été traduit en latin par Johannes Scheckmann, un moine de Saint-Maximin, qui ajoute plein de sources qui viennent de partout et on ne sait pas vraiment encore d'où, mais j'y travaille. Moi, j'avais une question par rapport à Nicolas Gilles lui-même. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'inscrit dans un cercle humaniste qui est en relation avec des humanistes et qui utilise éventuellement des sources humanistes? Merci pour ta question et bon courage pour le détricotage. Alors, je dirais plutôt non. Bon, alors, je ne vais pas essayer de se demander de donner des définitions humanistes et on va faire semblant qu'on s'entend tous sur ce que ça veut dire. Mais je dirais qu'il vient plutôt de ce milieu vraiment typique, Chambre des comptes fin 15e, où il y a énormément de production
d'ouvrages historiographiques avec des histoires de Saint-Louis, des histoires de la croisade qui ressortent comme ça, et qui sont justement ce genre d'histoire face auquel les historiens réellement humanistes, style Paul Émile, se seraient levés. Donc, on l'a toujours présenté plutôt comme le dernier des historiens à l'ancienne qui commençait à être plus si à l'ancienne que ça. Mais donc, non, je dirais que il est, en tout cas de la triade, il est le moins humaniste des trois. Et je ne connais pas suffisamment son réseau et ses fréquentations, entre guillemets, pour pouvoir dire s'il était en relation avec les humanistes. Mais bon, voilà, le monde parisien, il doit y avoir des liens. Mais a priori, dans sa pratique d'historien, c'est pas encore, c'est pas aussi peu développé que ce qu'on dit, mais c'est pas encore l'histoire humaniste de Paul Émile, quoi. Une toute petite intervention, une incise pour préciser quelque chose. Régulièrement pendant ton exposé, et même encore maintenant, quand tu parles de la triade, tu dis c'est la triade que l'on a proposée, que l'on a mise en place. Ce on, c'est qui? C'est à partir de quand? Ah oui, c'est... bon, moi, j'ai pris connaissance, je veux dire, j'ai rencontré la triade dans des travaux assez récents, mais je ne sais pas exactement quand elle date. Il y a, je me souviens avoir lu une thèse des années 40 où on présentait déjà cette espèce de triade, en particulier les deux derniers, donc qui sont en latin. Mais en fait, oui, il y a un sujet là, c'est un sujet d'historiographie, de notre historiographie, de quand est-ce qu'on a décidé que c'était ceux-là qui étaient représentatifs de l'évolution et de la charnière. Parce qu'il y a évidemment quelque chose de complètement arbitraire, on aurait pu en choisir d'autres. Mais effectivement, c'est une question à creuser. Oui. Ça pourrait commencer à l'époque moderne déjà, au 16e ou 17e? J'hésite, je ne sais pas très bien. Je pense que le 19e siècle devait mépriser Nicole Gilles parce que, voilà, parce qu'il était autour de 1500, mais qu'il ne faisait pas les choses comme en 1525. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui date, qui est plus récent que le 19e siècle. Mais bon, je m'avance là, donc je ne sais pas. Donc, je ne vais pas en dire plus. Très bien, parfait. Alors, d'autres réactions? Il y en a sûrement. Des timidités, des pudeurs. Ou alors, c'est l'effet de conviction. Ça doit être ça. Moi, j'en ai quand même encore, là, tant qu'à faire, puisque vous me laissez parler, tant pis pour vous. Moi, c'est la question des deux versions manuscrites. Et toujours en lien avec Nicole Gilles. Est-ce qu'on pourrait envisager que Nicole Gilles, un peu à la façon de Jean Mansel, suivant l'hypothèse d'un petit Nguyen, ait mis en place des versions différentes, abrégées, allongées, transformées de son œuvre, ou bien alors est-ce que tu envisages qu'on ait là une continuité avec éventuellement une amélioration, une transformation. Enfin, je ne sais pas si tu vois clairement ce que je veux dire. Pour un petit, elle voit vraiment deux versions différentes, hein, une abrégée, une amplifiée. Et là, évidemment, on n'est pas dans l'amplification ou l'abréviation, mais c'est la question des statuts et des identités. Est-ce que c'est la même œuvre en quelque sorte? Est-ce qu'il a voulu faire la même œuvre? C'est une très bonne question. C'est la question de l'identité de l'œuvre, qui est évidemment une question difficile dès qu'on parle de manuscrit. Oui, j'aurais tendance à répondre oui, parce que, bon, dans l'état actuel de la documentation, de ce qu'on connaît des sources, le manuscrit de Paris, donc le brouillon qu'on connaît depuis 1930, est vraiment un brouillon. Quand on le voit, ce n'est pas un manuscrit qui est fait pour être lu par quelqu'un qui ne connaîtrait pas ni l'auteur, ni l'œuvre dont il s'agit. Le manuscrit du Vatican est à la fois beaucoup plus transparent et beaucoup plus opaque. Hein. Il a vraiment l'air d'un manuscrit normal. Donc, j'aurais tendance à penser, mais là on n'a que 2 manuscrits pour le dire, que le manuscrit du Vatican est un état ultérieur de la construction de l'œuvre, mais qu'il ne s'agissait pas de faire une autre version. Je ne vois pas le manuscrit de Paris représenter une version en soi. C'est trop un manuscrit de travail
pour pouvoir prétendre être une version en soi. Mais de nouveau, ça nous ramène à la question des possibles manuscrits qui étaient disponibles aux éditeurs. Et alors, peut-être qu'en fait, on pourrait montrer en retrouvant quel éditeur s'est basé sur quel manuscrit, qu'effectivement, en réalité, il y a des versions un peu différentes qui circulent. Ouais. Tout à fait. Je cède la parole tout de suite à Nicolas qui voulait poser une question dans la même veine, me disait-il. Oui, absolument. Simplement pour rebondir donc, sur ce que vient de dire Paul et sur ce que tu as répondu et sur la notion de corpus à nouveau, est-ce que tu crois qu'il faudrait, est-ce que les éditions sont suffisantes? Est-ce que, en définitive, les différentes variantes de ces textes nécessiteraient un peu à la manière de la géographie de faire plusieurs éditions ou plus d'éditions? Ou est-ce que ce qui existe, c'est déjà suffisant et ça couvre grosso modo la plupart des variantes? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta question, on va dire. En termes d'édition justement des grandes chroniques, est-ce que tu penses qu'il faudrait refaire en fait des éditions complémentaires sur d'autres manuscrits s'il y a beaucoup de variations, ou est-ce que les éditions actuelles couvrent bien l'ensemble manuscrit et imprimé, à ton avis? Mais Nicole Gilles n'est pas édité, donc là, heureusement, la question ne se pose pas, mais s'il fallait l'éditer, le manuscrit du Vatican, évidemment, serait un bon candidat. Le manuscrit de Paris aussi, et bon, il faudrait voir ce qu'il y a dans les éditions. Mais je crois, pour ce que j'ai vu, qu'il n'y aurait pas besoin d'éditer plusieurs versions. Je pense que les variantes ne sont pas suffisamment importantes pour justifier des éditions synoptiques, entre guillemets, de différents états du texte. Bon, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ce n'est pas si différent que ça. D'accord, mais en tout cas, pour Nicole Gilles, faudrait que tu le fasses, en fait. Oui, oui, bien sûr, oui. Bon, merci. Voilà, ça c'est un conseil d'ami. Hein. Oui, ouais. Très bien. Bon, je prends note. Hein. Parfait. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres réactions, d'autres questions? Franchement, sentez-vous libre, hein, on est entre nous. Bon, le temps passe, évidemment, il est déjà 15h05. Nicolas, l'autre oui. est Nicolas. Oui, on est beaucoup Nicolas. Petite question plus sur la finalité en fait de cette œuvre. Par rapport justement, je me demandais, par rapport à la masse justement de documentation en termes d'hissographie justement à cette époque, quel était l'intérêt de produire une énième entre guillemets chronique? Il n'y a pas de... Je ne connais pas l'œuvre de Nicolas Gilles, donc je ne sais pas s'il y a une préface, etc., qui justifie justement son travail. Première question. Et comment expliquer, alors évidemment, tu n'as pas accès à toute la bibliographie, etc., mais comment expliquer qu'on ait un écart quand même relativement important pour cette époque entre les premiers imprimés et tes manuscrits, puisque soit c'est un travail purement érudit, mais on pourrait se demander justement, si on compare avec Jean de Mancel, etc., pour lequel le nombre de manuscrits, là, pour le coup, sur 50 ans, est assez exceptionnel. Donc, qu'est-ce que tu sais? Est-ce que tu as déjà des traces d'exemplaires perdus, mais qu'on retrouverait justement dans des bibliothèques nobiliaires, etc. Mais par rapport évidemment aussi à la finalité première ou seconde de l'œuvre, et en termes justement aussi de réception, d'utilisation de cette œuvre de Nicole Gilles. Merci beaucoup. Alors, la préface qui permettrait de jeter la lumière sur les intentions de Nicole Gilles, il y en a une et elle est, comme toujours, un tissu de... C'est quoi la formule de Guéné? Un tissu de lieu commun. Oui. C'est
les, les hauts faits, les gestes des rois de France ne sont pas bien connus. Les gens ne sont pas au courant que les rois de France, c'est une vieille dynastie et qu'ils ont fait tellement de choses incroyables et que la France est la fille aînée de l'Église. Bon, c'est les choses habituelles, ce n'est pas du tout personnel. Enfin, c'est pas crédible, littéralement. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que Nicole Gilles écrit? Bon, pourquoi est-ce que tous ces historiens au XVe siècle font des histoires où ils prennent à peu près la même matière? Oui. Bon, ça c'est une excellente question en fait, qui peut-être, pas qui pourrait nous mener très loin, quoi, sur comment la société se voit, qu'est-ce qu'elle estime être important dans son patrimoine littéraire. Qu'est-ce qui est d'actualité? Dans un milieu assez restreint où justement il y a un matériau qui est disponible, qui est connu, avec une production assez dynamique. Oui, bon, tu poses peut-être la question de l'émulation, hein, à l'intérieur d'un petit groupe, chacun peut produire son histoire. C'est pas impossible. Il faudrait essayer d'étudier en fait tous ces œuvres qui sont produites dans le même milieu et voir s'il n'y a pas des traits communs. Mais pour l'essentiel, c'est des œuvres qui ne sont pas du tout connues parce que c'est les œuvres tardives, c'est des œuvres qui sont des réécritures de réécritures de réécritures. Donc, bon, ce n'est pas les premières œuvres vers lesquelles on va généralement. Donc voilà, pas trop espérer de réponse claire de la part du prologue. Alors, tu parlais de l'écart entre les manuscrits et les imprimés. Tu parlais de l'écart chronologique ou philologique? Plutôt chronologique, donc. Plutôt chronologique. Bon, je n'ai pas proposé de date pour l'exemplaire du Vatican. Tout le monde l'a remarqué parce que je ne sais pas en fait. Mais bon, son texte, en tout cas, est antérieur de toute façon à 1525, c'est sûr. Enfin, l'état du texte est antérieur à 1525. Mais alors, j'ai pas trouvé de traces, je n'ai pas encore beaucoup cherché, à vrai dire, d'exemplaires perdus qui pourraient être des exemplaires de Nicole Gilles. J'imagine que c'est une recherche qui pourrait être menée, mais qui serait très difficile parce qu'on a un ouvrage qui est en gros Chronique des rois de France. Et bon, des intitulés comme ça dans les inventaires anciens, c'est pas ça qui manque. Et voilà, chacun voit midi à sa porte, quoi. Ceux qui travaillent sur Guillaume de Nangis pensent que c'est des chroniques de Guillaume de Nangis. Ceux qui travaillent sur les grandes chroniques pensent que c'est des grandes chroniques. Et si j'arrivais là avec mes lunettes de Nicole Gilles, je verrais Nicole Gilles. Donc, bon, c'est probablement une recherche qui prendrait beaucoup de temps et qui ne mènerait pas à énormément de certitudes. Mais bon, ça veut dire qu'en fait, j'ai aucune idée du public qui aurait pu être touché par l'hypothétique diffusion manuscrite des chroniques de Nicole Gilles. Oui, si tant est que Nicole Gilles ait cherché à faire une diffusion manuscrite et pas directement une diffusion imprimée. Oui, on revient à ce dont on discutait tout à l'heure. Mais bon, je ne sais pas, s'il avait cherché à faire une diffusion imprimée immédiatement, on en aurait peut-être des traces et on n'en a pas. Donc, pour l'instant, c'est une pure hypothèse, quoi. Et c'est une hypothèse qui, évidemment, que nous, on formule parce qu'à un moment, il a été édité. S'il avait jamais été imprimé, on ne ferait pas l'hypothèse « Oh, il écrivait pour être édité ». C'est uniquement, il y a un côté téléologique quand on essaye d'expliquer les impressions, les éditions, parce que, précisément, elles existent. Mais c'est plus difficile. Voilà, c'est difficile, quand on voit l'écart chronologique, c'est difficile d'être convaincu qu'il n'écrivait que pour être édité. D'autant qu'il écrivait dans un milieu où la plupart, je crois, de ces autres gens de la Chambre des comptes n'ont pas été édités et ont des diffusions manuscrites ridicules. 1, 2, 3 manuscrits. Bien. Alors, le temps passe. J'avais juste une toute petite remarque qu'on pourrait, à mon avis, on ne pourra pas y répondre comme ça, à moins que, c'est parce que c'est une remarque naïve. C'est à propos des taux de destruction d'imprimés.
on parle souvent des taux de destruction de manuscrits, des problèmes par rapport à les taux de conservation, Überlieferungschance et autres. Qu'en est-il du côté de l'imprimé, notamment pour les premiers temps? Est-ce qu'on a une idée des taux de conservation ou bien aucune? Est-ce qu'on a déjà travaillé sur le sujet? Je sais qu'on a travaillé sur le sujet, mais j'ai pas les choses ici, mais je sais qu'on parle toujours de taux de destruction qui sont gigantesques, hein. Donc, C'est ça. en particulier pour les volumes de petite taille et pas épais, enfin, les pièces gothiques, là, Oui. ce genre de choses. Mais des études existent, mais À elles voir. existent. Oui, voilà. Voilà. Un jour, j'irai les voir. Oh non, mais Il y ça, a c'est... eu une thèse qui a fait un peu de bruit de Niedermeyer qui proposait, Oui, oui, mais oui. ouais, il a un corpus quand même assez important. Il Oui, oui. proposait des taux parfois de 90%. Mais il a surtout travaillé là sur les incunables, donc moins Voilà, c'est sur les ça. imprimés, Non, mais non, il non. y a des taux de 90, voire fait. 93%. Oui, mais là, Mhm. oui, c'est vrai que la thèse de Niedermeyer est très controversée, hein. Ça, il faut voir. Oui, je la connais, mais c'est vrai que là, c'était vraiment des travaux, je veux dire, sur pièce, parce que les travaux de Mhm. Niedermeyer oui, oui, comme je disais, c'est assez controversé, c'est un peu plus complexe, mais c'est une base, c'est sûr, c'est une base de départ. En tout cas, voilà, il y a des choses à faire, certainement. Ah, Xavier, oui, vas-y. Oui, Mets ta caméra. Oui, ouais. Ça vas-y. va, vous me Micro. voyez, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, voilà. Je voulais juste rebondir sur Niedermeyer quelques secondes. Pas vraiment sur Niedermeyer, mais sur le cas des destructions d'imprimés, et Mhm. particulièrement d'imprimés anciens. Pour les Pays-Bas, les anciens Pays-Bas, donc l'actuelle Belgique et les actuels Pays-Bas. Et pour le XVe siècle, je crois qu'on a au total à peu près 2000 éditions qui sont connues aujourd'hui. Et sur les 2000, il y en a 40 pour les qu'on connaît indirectement, donc pour lesquels il n'y a plus aucun exemplaire Ah conservé. oui, voilà. Et je pense qu'il y en a une petite centaine pour lesquelles il reste un exemplaire conservé. Donc ça veut dire, comme disait Antoine, que les éditions de petits formats ou Oui. de textes, d'opuscules, ça a très, très, très massivement disparu. Mhm. Mhm. Oui, évidemment, avec l'autre question, mais ça c'est aussi une question de naïf, c'est est-ce que la production d'imprimés des premiers temps, à l'époque dite incunable, est-ce qu'elle était davantage en petites pièces, en pièces gothiques, ou est-ce que d'emblée on est passé au mode codex? Et ça, je suis incompétent pour y répondre. Je ne sais pas s'il part dans la salle, quelqu'un a des idées là-dessus. Non? Bon. Et C'est puis pour la... c'est biais de confirmation assuré, puisque ce qu'on conserve, évidemment, Ouais, on le conserve parce que c'est conservé. Donc, ouais, ça... c'est difficile d'objectiver pourquoi c'est conservé, puisqu'il n'y a que ça qui est conservé. Tout à fait. Voilà, donc plein de questions, mais c'est ça qui est bien, ça veut dire que la communication a été à la fois brillante et passionnante et qu'elle a suscité plein d'idées. Donc quand on discute aussi longtemps sans arriver à s'arrêter, c'est que c'est bon signe. Donc merci encore Antoine pour cette très belle Non, merci à toi de communication. m'avoir invité. Je pense qu'on est heureux et honoré de t'avoir ici. Et on espère pouvoir te revoir bien vite sur le sol belge ou français. Bientôt, Voilà, bientôt. voilà, très bien. Donc, merci à tout le monde, à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Je vous souhaite donc de très belles fêtes de Noël et de fin d'année, que tout se passe très bien pour vous, d'avance aussi, puisqu'on ne se reverra pas avant la conférence de Warren Peset qui se déroulera, si je ne me trompe pas, le 11 janvier à 17h. Donc on sera à peine remis des réveillons plantureux et de fin d'année. Le 11 janvier, donc on se retrouve à 17h pour parler du dossier des dona annua carolingiens avec Warren Peset, donc là, tout autre monde, mais pas moins intéressant. Je vous souhaite donc une très bonne journée, une très belle fête de fin d'année, une très bonne fin d'année. Reposez-vous bien et on se retrouve bien vite. Et encore merci Antoine. Allez, à bientôt à tout le monde.